Dieu de Mike Pérez. On parle de vol de vélo ce matin avec Mike Pérez. Des vols de vélo en Suisse, apparemment c'est la grande mode. Hein. Ouais, ça augmente considérablement. Hein. Il y a une enquête approfondie du groupe de Presta Media qui s'est amusé en fait à placer des traceurs GPS et des AirTags pour voir en fait où finissaient ces vélos. Puis ils ont déposé des vélos attachés, pas attachés, pour voir effectivement comment ce vélo allait tenir en étant un endroit de passage, style devant une gare CFF. Parce que, oui, plus de 50 000 vélos ont été volés en Suisse en 2024. C'est beaucoup, hein? Ouais. Alors, si par exemple tu déposes ton vélo et puis que tu l'attaches pas, bah évidemment, il y a peu de chances pour que tu le retrouves au même endroit, hein, surtout quand tu le laisses effectivement devant un endroit avec énormément de passages. Bon, ça dépend du vélo aussi. Hein. Ouais, alors ça dépend du vélo. Là, en l'occurrence, ils ont utilisé un vélo plutôt bien, hein, pas effectivement une vieille crouille. Ouais. Donc c'était un vélo d'une certaine valeur. Et là, très vite, ils se sont aperçus que le vélo disparaissait. Donc évidemment, comme ils avaient mis un traceur et puis un AirTag dessus, ils ont pu suivre ce vélo, retrouver la personne qui l'avait emprunté. Alors voilà, des fois c'est désolé, non, puis hop, tu rends le vélo, puis tu te casses, et puis comme ça, tu t'en tires de cette manière-là. Mais quoi. bien sûr. Donc en fait, il faut dire que aussi, du moment qu'il n'était pas attaché, à quelque part, finalement, c'est aussi ta responsabilité. Hein, bien sûr. Est-ce que c'est vraiment considéré comme un vol ? C'est tenter le diable quand même. Voilà, exactement. Finalement, tu l'as presque mis à disposition. Hein. Tu as donné le bâton pour te faire battre, donc il faut faire attention à ça. Si tu te poses 2 secondes pour aller te chercher ton croissant ou ton truc. Non, évidemment que t'as pas envie de le faire, t'as pas envie de t'embêter, mais tu devrais le faire. Tu devrais systématiquement attacher ton vélo. C'est vrai qu'on ferme sa voiture, donc on devrait fermer son vélo. Ouais. Exactement. Si par exemple, d'ailleurs, c'est assez marrant au niveau de la législation, si tu empruntes un vélo qui n'est pas attaché, que tu l'utilises par exemple pour aller un petit peu plus loin puis que tu le redéposes, on appelle ça en fait un vol d'usage. Alors c'est quand même du vol, mais tu risques pas grand chose. Donc voilà, les gens jouent un peu là-dessus. Hein. Mais il y a aussi des réseaux qui sont extrêmement bien organisés. Il y a des gens qui volent des vélos en masse pour ensuite les revendre. Ouais. Il y a le resell, il y a un véritable marché parallèle de vélos volés. Parce qu'évidemment, les vélos, alors oui, il y a des numéros de cadre, comme dans les voitures, il y a des numéros de châssis. Donc oui, tu pourrais les retrouver, mais c'est extrêmement compliqué. Hein, c'est beaucoup plus difficile. T'as pas une plaque d'immatriculation non plus dessus, sur les vélos basiques. Je parle pas des gros vélos électriques. Donc voilà, il y a eu des cas avec, par exemple, au mois de juillet dernier, à Vevey, la police a retrouvé plus d'une centaine de vélos chez une personne qui s'amusait à les voler, puis ensuite à les revendre à gauche à droite. De vélo. Ouais. Mais parce qu'il y a de l'argent à se faire. Ouais, oui. Il y a de l'argent à se faire. Ouais. En Suisse, il faut bien te dire avec que... toutes ces pistes cyclables, tu penses ? Ouais, avec toutes ces pistes cyclables, déjà d'une part, avec tous ces vélos que l'on trouve, c'est qu'en Suisse, il y a des vélos qui sont extrêmement chers. Avec l'augmentation des vélos électriques, on le sait, ça coûte plusieurs milliers de francs. C'est pas juste 500 francs, c'est plusieurs milliers de francs. Donc les vélos sont chers. En 2025, il y a une compagnie d'assurance qui a dit que la moyenne des vélos qu'ils avaient dû rembourser pour des vols, elle se situait à presque 2500 francs. Donc on voit qu'effectivement, c'est beaucoup d'argent. Et puis en Suisse, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on a tendance à des fois faire un peu trop confiance puis se dire ça risque rien quoi, je le pose là devant, je l'attache pas, je vais vite acheter mon petit pain et je reviens. Oui, ça marche quand t'habites dans un village à la campagne ou des choses comme ça, mais en ville de nouveau ça marche pas. Dans un endroit où il y a beaucoup de passages, c'est un peu plus risqué. Et puis le fait que en même temps, quand on vole un vélo, on peut pas dire que ce soit la priorité des autorités que de s'occuper de quelqu'un qui aurait volé un vélo. Donc on a cette impression un peu d'impunité, de se dire voilà quoi, je pique un vélo, je verrai bien et je risque pas grand chose. Et puis l'autre chose aussi, c'est que même des fois quand on l'attache, mettez un vrai cadenas, parce que si c'est pour mettre une petite chaîne que tu coupes avec la première pince qui te passe sous la main, ça sert à rien. Donc si tu attaches ton vélo, fais-le correctement. Oui, effectivement. Merci pour ces bons conseils et pour cette chronique. Vous écoutez le Morag Show.
Paul Maltini, bon réveil, merci d'être avec nous. Je vous rappelle que demain, c'est une émission spéciale Venoge Festival qui vous attend. Si vous avez envie de découvrir le programme avant tout le monde, eh bien, soyez branchés dès 7h. Voici Elliot avec la Camisa Negra. Événement, concert, exposition, festival, bon plan. C'est quoi votre truc? Chaque année à Pâques, Lausanne devient la capitale suisse de la pop culture. Cosplay, manga, jeux vidéo, invités internationaux. Polymanga attire des milliers de passionnés au Palais de Beaulieu à Lausanne. Derrière cet événement incontournable, un homme, David Heim, qui est avec nous. C'est son fondateur. Bonjour David. Salut Morax. Merci d'être là. Tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler des coulisses et de l'évolution de ce festival devenu culte. Et on peut le dire, c'est un événement qui est devenu réellement culte et très attendu. C'est un événement très attendu, mais c'est surtout la 20e édition cette année. Et pour cette 20e édition, j'imagine qu'il y a alors quelques nouveautés, puis quelques surprises, parce que 20, c'est un chiffre important. Alors, il y a énormément de surprises. Comme d'habitude, c'est une programmation très festive avec plus de 40 invités. Et puis, des invités qui sont reliés à l'actualité. On a un nouvel Oscarisé, Andrew Choi, donc, qui a été Oscarisé dans le cadre de K-Pop Demon Hunters. Ouais. Et donc, Andrew Choi, c'est la voix originale de Jinwoo. Alors, grande question, ce monde de la K-pop et le monde du manga, ce sont des mondes qui sont finalement, assez proches l'un de l'autre. Est-ce que c'est le même univers? Est-ce que ce sont des univers différents? Et quels sont les liens si on a? Je dirais que de toute manière, depuis quelques années maintenant, on s'occupe de toute la pop culture. Alors effectivement, il y a toute la pop culture japonaise avec le manga, avec Mika Kobayashi, donc la chanteuse de l'Attaque des Titans, avec Mairo Maeda, donc qui est un monstre de l'animation, donc dans le studio Kara, avec notamment Evangelion. Et puis ça fait maintenant 2 ans qu'on s'intéresse plus particulièrement aussi à la K-pop, et cette année donc on a Gao qui est un chanteur hyper connu qui est relié en fait à tout ce qui est les dramas. Tu sais, les dramas, c'est les séries coréennes, les K-dramas. Et donc le Gao est super connu pour tout ce qui est les musiques et les chants, les petites chansons que tu peux avoir dans les dramas, notamment dans Itaewon Class. Et c'est Gao qui les chante et c'est Gao qui les compose. D'accord. Et donc on a Gao, mais pas seulement, on a aussi Vincent Blue aussi qui viendra faire un medley. C'est un phénomène incroyable, ce phénomène K-pop qui perdure dans le temps et qui cartonne. Donc vous aurez l'occasion de pouvoir aussi vous retrouver dans ce monde de la pop culture. Ces tendances nouvelles, c'est quoi? Il y a le streaming, il y a le e-sport aussi qui est en train d'évoluer. Est-ce que finalement ça rentre aussi dans ce genre de contexte? Alors l'e-sport, oui, ça rentre évidemment dans le contexte. Il y a le Lausanne e-sport qui viendra organiser plein de tournois, tout comme Swiss Gamers Network. On n'a jamais eu une aussi grande surface aussi dédiée à Nintendo donc qui vient au festival. Et donc en fait on essaye de toucher le plus possible de personnes. Alors l'e-sport, c'est une partie du jeu vidéo, mais on a aussi plein de boards en libre accès pour que en gros tu puisses t'amuser dans le jeu vidéo sans être forcément compétitif. Est-ce que alors ça s'agrandit, ou est-ce que vous attendez plus de monde, plus de public que d'habitude? Parce que déjà là, quand il y a cet événement, c'est de la folie. Est-ce qu'il y a encore plus de monde qui va venir cette année pour la 20e? Alors, on attend, comme les précédentes années, environ 50 000 personnes sur le grand week-end de Pâques, donc du 3 au 6 avril. Et puis, on a aussi toute la partie YouTube. Et YouTube avec Cyprien cette année, on est vraiment très content de l'accueillir. Pour accueillir et pour discuter avec lui de son pire guide du Japon. Et puis on a aussi Kevin et Henri Tran, on a Sora, on a Versin, on a Arthur Hens, donc on a aussi toute la partie YouTube. On essaye de couvrir le plus possible, on va dire, l'actualité et les différents thèmes de la pop culture. David, s'il fallait tenter de convaincre quelqu'un qui n'est jamais venu à Polymanga, qu'est-ce que vous lui diriez? Je dirais en fait que c'est le meilleur week-end de Pâques en famille, et c'est ça qu'on remarque, c'est qu'il y a énormément de familles qui viennent, et c'est un des rares événements qui sont transgénérationnels, c'est-à-dire qui peuvent plaire
à des enfants, à des petits-enfants. D'ailleurs, l'entrée, elle est gratuite pour les moins de 9 ans, Mhm. les adolescents et puis les adultes, le tout sur 25 000 m². Ouais. Et en termes aussi de dessin et d'art, on accueille pour la première fois 180 artistes triés sur le volet. Wow. Donc ça fait énormément de monde à découvrir. Ouais, du monde à découvrir, effectivement. Alors, les petits conseils, il faut réserver à l'avance pour prendre ses billets. Qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil pour celles et ceux qui voudraient venir passer le week-end de Pâques à Beaulieu? Alors il vaut mieux réserver à l'avance dès lors qu'on veut profiter le plus possible, autant prendre le pass 4 jours qui est moins cher que 2 Mhm. billets un jour. Mhm. C'est le cadeau qu'on essaye de faire aux gens qui ont envie de profiter un maximum. Mhm. Et puis après, de regarder le planning de la scène, de regarder le planning des dédicaces et puis de faire ses petites croix et de forcément devoir faire des choix. Alors, toutes les infos sont sur le site internet de Polymanga, évidemment. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Et puis, c'est du 3 au 6 avril. Ça se passe du côté de Lausanne, au palais de Beaulieu. Et c'est tout le week-end de Pâques. L'occasion de vous plonger dans cet univers Polymanga qui cartonne et qui est attendu chaque année, comme je le disais, et qui vous permettra d'avoir de bons souvenirs. Parce que c'est ça aussi, c'est repartir avec le smile, hein, c'est ça, David? Revenir avec de super souvenirs et venir très souvent costumé comme chaque année. Il y aura des milliers de personnes qui viendront en cosplay et ce sera vraiment très joli à voir. Merci beaucoup, David. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à quelques jours maintenant de l'événement? Que ça se passe aussi bien que les précédentes années et puis que vous puissiez en fait découvrir et apprécier autant que nous tous ces merveilleux invités. Polymanga du 3 au 6 avril à Lausanne, au Palais de Beaulieu. Merci beaucoup, David, et à très bientôt. Merci Morax, à bientôt. Événements, concerts, expositions, festivals, bon plan. C'est quoi votre truc? C'est quoi votre truc? C'est quoi votre truc? C'est quoi votre truc? Et bonjour, Pal. Mais bonjour Philippe Morac, bonjour tout le monde. Découvrez le monde de la BD avec Pal de Gomme. Et Pal de Gomme nous présente sa deuxième BD de la semaine. On parle de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler de Dr Poche. En fait c'est une série qui a 50 ans cette année et le dessinateur est Westerlin. Et c'est une série qui a été écrite en 1976 pour le journal Spirou. Et il y a eu 17 bandes dessinées qui sont sorties. Et c'est vrai qu'en même temps, ce nouvel album Dr Poche vient de sortir aux éditions Ampar, s'appelle Les Jardins d'Alice. Et ce qui est magique, c'est qu'en même temps, Dr Poche, c'est une sorte de magicien qui a toujours plein de choses dans son chapeau. Il a toujours un long manteau rouge. Et c'est vrai que c'est un des personnages les plus connus des éditions Dupuis et Spirou. Et là, dans cette nouvelle aventure, en fait, il va se promener dans une sorte de jardin anglais. Et il va en fait se promener dans un univers fantastique qui est proche de sa bande dessinée. Et c'est pour rechercher Alice. Donc Alice au Pays des Merveilles. Et Alice, en fait, elle s'est créée un double, une sorte de clone, pour qu'on reste un peu tranquille. Mais le problème, c'est que son clone, c'est plutôt la version noire d'Alice. Et il y a toute une aventure par rapport à ça. Et c'est vrai que l'univers de Westerlin, c'est assez magique. Et même un grand dessinateur de bande dessinée qui s'appelait Franquin, qui a créé Gaston Lagaffe, même lui disait qu'en fait, il aurait rêvé de dessiner comme Westerlin. Donc c'est pour vous dire, qu'en même temps, c'est un des plus grands dessinateurs qu'on connaisse dans la BD. Il a 80 ans et il nous revient avec cette bande dessinée. Et il est déjà en train de travailler sur le prochain tome qui sortira l'année prochaine. Très bien, et c'est à retrouver bien sûr dans toutes les bonnes librairies. Ah oui. Voilà, comment vous avez dit qu'il s'appelait? J'ai pas eu le temps de noter. Alors en fait, c'est la série qui s'appelle Dr Poche. Dr Et le Poche. dessinateur, c'est Westerlin. Westerlin, Et la très bien. BD qui vient de sortir s'appelle Les Jardins d'Alice. Oui. Et ça vient de sortir aux éditions Ampar. C'est bien, c'est noté. Cette fois-ci, je vous embête plus. Merci, Pal de Gomme. Je vous souhaite une Merci. belle journée. Merci pareillement. Et on se retrouve bien sûr en podcast sur Formida Plus. Et puis on se retrouve très très vite, notamment la semaine prochaine, pour parler notamment manga. C'est ça? Ah hein oui, C'est c'est ça, voilà. À l'approche de plein Polymanga. d'auteurs qui seront présents. Voilà, c'est ça. Très bien. On Du se côté réjouit. de Lausanne, Du côté la de semaine Lausanne. prochaine. À Beaulieu. Merci, Pal de Gomme. Mais merci. Découvrez le monde de la BD avec Pal de Gomme. Le sujet de Mike Pérez.
Et on parle permis de conduire ce matin et des chiffres qui ont été dévoilés concernant les permis qui ont été retirés en 2025, c'est ça ? Bonne nouvelle, Ouais. il y en a eu moins. Ah, moins, Petite tiens. baisse, légère baisse, 1% de moins environ. Quand même un peu plus de 85 000 permis de conduire ont été retirés en Suisse. Alors les causes, c'est un peu toujours les mêmes, hein. Des excès de vitesse, c'est le cas le plus fréquent. Le téléphone. 30 000 cas à peu près de retrait de permis à cause de la vitesse, à eux seuls. Ensuite, la conduite en état d'ébriété. Ah ouais. Et puis l'inattention au volant, parce que ça aussi, ça peut être durement sanctionné. Donc c'est à peu près les trois raisons, les trois causes que l'on retrouve chaque année sur le podium de ce qui entraîne les retraits de permis. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que les jeunes conducteurs, eux, c'est en augmentation dans les jeunes. Là, on est à une augmentation de 10% par rapport à 2024. Donc en fait, les jeunes ont tendance un peu à se laisser aller, quoi. Ils obtiennent leur permis de conduire et ils savent pourtant qu'ils doivent faire très très attention pendant en tout cas 2 ans, notamment au niveau que ce soit de la vitesse ou de l'alcool, hein. Et quand je dis l'alcool, c'est que nous, on a le droit de boire un petit verre avant de prendre le volant. Eux, pas. Ouais. Eux, ils doivent être à 0,0 et de temps en temps, ils boivent quand même un petit verre. Et ils se font gauler. Donc ça, c'est inquiétant de voir qu'effectivement les jeunes sont de plus en plus ont de plus en plus tendance à se faire attraper. Et pire encore, des mineurs. Donc là, je te parle vraiment de... C'est même plus des retraits de permis puisqu'ils n'ont pas le permis. Oui, c'est ça. Tu peux pas retirer quelque chose qu'ils n'ont pas. Il y en a de plus en plus qui se font avoir alors qu'effectivement, ils n'ont pas l'âge de conduire et qui ne respectent pas les choses, quoi. Ouais. Donc ça, c'est inquiétant. Et puis l'autre chose qui effectivement fait un tout petit peu tiquer, c'est... je te parlais de la vitesse tout à l'heure. Les excès, ils sont de plus en plus gros. On a des cas d'excès de vitesse qui deviennent absolument phénoménaux, mais dans le mauvais sens du terme. Hein. Parce que là, on parle plus de 20 ou 30 km/h au-dessus, quoi. Là, des fois, la semaine dernière, moi, j'ai vu passer une info, quelqu'un qui s'est fait attraper à 117 km/h dans une zone à 50. Non, ça va pas. C'est de l'inconscience. Ouais. C'est vraiment de l'inconscience. Donc voilà, il y a une tendance, on va dire, positive, globale, mais sur certains points, il y a encore du boulot, hein, et il faut que les gens se disciplinent un tout petit peu. Ouais. Et puis, c'est pas une place de jeu, la route. Hein. Non. Et on est de plus en plus nombreux aussi, hein, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui obtiennent leur permis. Évidemment, la population, elle augmente. Donc là aussi, on voit qu'il y a toujours un attrait, hein, de l'automobile, ou de la mobilité, on va dire, avec un permis, parce que c'est aussi valable pour les 2 roues, hein, c'est pas que pour les voitures. Donc il y a de plus en plus de permis. En Suisse, on est aujourd'hui 6,4 millions à avoir un permis de catégorie B, donc c'est-à-dire un permis de voiture. Ouais. On est 6,4 millions, donc ça fait beaucoup de monde sur la route, et donc quand on y est, faites gaffe. Ouais. Comme je dis toujours, hein, c'est bien d'avoir son permis, c'est encore mieux de pouvoir le garder. Oui, effectivement. Et si vous voulez vous faire les fous, allez faire du karting, par exemple. Voilà, aller sur un circuit ou des choses comme ça, exactement. Et ne mettez pas en danger votre vie et celle des autres, évidemment. Et soyez prudents, bien entendu. On vous le dit très régulièrement, hein, à vous qui nous écoutez chaque matin. Paul Maltini, bon réveil, merci d'être avec nous. Je vous rappelle que demain, c'est une émission spéciale Venoge Festival qui vous attend. Si vous avez envie de découvrir le programme avant tout le monde, soyez branchés dès 7h. Voici Elliot avec la Camisa Negra. Bonjour Philippe. La chronique de Vanille. La chronique de Vanille. Bon réveil, merci d'être avec nous. Avec Vanny, on se réveille du bon pied à l'heure du café. On parle de vin le matin. C'est bien quand même. Il n'y a pas d'heure pour consommer un bon vin. Mais de non. toute façon. Surtout qu'on déguste pas forcément, mais on parle de l'histoire du vin. Et Oui, puis c'est là, ça. on parle de fraternité, j'ai envie de dire, pour ce matin. Ouais. Philippe, Oui. puisqu'on parle souvent des vins suisses et des vins français comme de 2 mondes distincts, presque opposés, et pourtant ils sont intimement liés. Tiens. Parce que forcément, hein, Philippe, je vous l'apprends pas, mais les frontières pour la vigne, il y en a pas. C'est Voilà, ça. et il y en a jamais eu. Et entre la Suisse et la France, ce sont des dizaines de cépages qui sont partagés, transmis, croisés, adaptés au fil des siècles. Alors la Suisse a plutôt pris des cépages à la France. Le pinot noir par exemple, il est présent des 2 côtés de la frontière et il raconte une histoire commune.
et bien d'autres variétés qui circulent, qui évoluent, qui se transforment sans jamais vraiment appartenir à un seul pays. Le vin suisse, il n'est pas isolé, il s'inscrit dans une histoire qui est européenne et qui est profondément connectée les uns aux autres, notamment la Suisse avec l'Italie ou la France, comme je le disais. Et c'est précisément ce que démontre le travail fascinant d'un monsieur dont je vous ai parlé cette semaine. Décidément, je le mets vraiment à l'honneur cette semaine, mais c'est José Vuyamo, qui est ampélologue. Plus vulgairement, il est généticien de la vigne, puis il est également auteur et conférencier. Et dans ses ouvrages que vous pouvez retrouver aux éditions Favre, il retrace l'origine des cépages suisses, mais aussi l'origine des cépages français en s'appuyant sur leur ADN, sur l'ADN de la vigne. Wow. Le résultat, c'est hyper intéressant. Ce sont des liens qui sont insoupçonnés, des filiations étonnantes et surtout une réalité passionnante. Le vin est une histoire de circulation, d'échange et de métissage. C'est un peu une leçon de vie à lui tout seul, le vin. Ouais, c'est ça. et ça rejoint le partage. Et c'est ça finalement aussi, hein, le vin. Exactement. Et vraiment cette notion de métissage. Et la Suisse et la France sont pas si différentes dans leur identité viticole. Elles racontent au fond une histoire commune avec juste des accents, des façons de faire différentes. Et puis bien sûr, on parle après de climat, de territoire, etc. Donc les choses sont différentes, mais elles sont liées. Alors pour aller plus loin, je vous invite à découvrir le travail de José Vuyamo à travers ses ouvrages que je disais aux éditions Favre, que vous pouvez retrouver dans toute bonne librairie, comme il dit lui-même. Et puis vous pouvez aussi, je vous l'invite à l'écouter, le découvrir dans La Goutte Podcast. C'est disponible sur YouTube et sur les plateformes d'écoute classiques. Donc n'hésitez pas, parce qu'il est vraiment passionnant et il nous apprend plein de choses sur le vin. Et ça a l'air d'être hyper intéressant, effectivement. Donc sur votre podcast et puis dans les bonnes librairies, vous pouvez bien sûr vous procurer ces ouvrages. Merci beaucoup, Vanille. On se retrouve demain. Là, on a du travail. On doit faire un petit tour des stands au Divinum. Hein. On a pas mal de travail ensemble et je pense de dégustation, mais avec modération, bien sûr. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Paul Maltini, bon réveil, merci d'être avec nous. Je vous rappelle que demain, c'est une émission spéciale Venoge Festival qui vous attend. Si vous avez envie de découvrir le programme avant tout le monde, eh bien, soyez branchés dès 7h. Voici Elliot avec la Camisa Negra. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Merci d'être là. Et cette semaine, la gastronomie au féminin avec une sélection toute particulière que vous nous avez préparée. Oui, alors celle dont je vais vous parler, la chef dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien, elle travaille dans un endroit que j'aime tout particulièrement. Elle s'appelle Alba Fornos Vidal. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, il y a des petits accents, mais enfin bon, l'essentiel, elle est catalane, donc d'origine, mais elle travaille à l'abbaye de Montron. Alors l'abbaye de Montron, c'est tout près de Lausanne, c'est dans une rivière, dans les bois, c'est à côté des fondations, enfin non, pas seulement des fondations, il reste quand même toute une partie d'une abbaye, il reste l'église, disons, de l'abbaye qui date de 1142, donc c'est un certain âge. Et puis, le restaurant de l'abbaye, il est juste à côté, il est dans un jardin magique au bord d'un petit ruisseau. Donc, c'est un endroit fantastique avec un décor à l'intérieur qui est plein de fantaisie. Il y a on se dit là, bon, là, il y a des papillons épinglés contre le mur. Bah, pas du tout, c'est des papillons en papier qui sont étamés, mais ça fait tout son effet, il y a de la couleur, c'est très très beau, c'est très paisible aussi. Et puis, eh bien justement, c'est en communion avec la nature que Alba Fornos Vitals cuisine dans ce très très bel endroit. Alors, on y mange comme nulle part ailleurs parce que les produits sont essentiellement issus des forêts et des fermes avoisinantes. Il y a régulièrement du sanglier parce qu'il y a plein de sangliers qui parcourent les forêts du Jura. Et puis ensuite, il y a les produits des fermes avoisinantes, il y a des brochettes de betterave en pickles, il y a des flancs japonais aux bêtes fermentées, il y a l'orge soufflée, c'est très audacieux, c'est très inédit.
Et ça n'empêche pas d'avoir une touche de luxe. Il y a parfois du caviar de Frutigen, qui n'est pas si loin. Frutigen, quand même, c'est en Valais. Et elle fait tout ça avec beaucoup de talent. Donc, c'est des mises en scène qui sont remarquables et des associations que je vous conseille très vivement d'aller découvrir là-bas à l'abbaye de Nontron. C'est noté et on n'hésitera pas à y aller. Et en plus, vous l'avez dit, mais l'endroit est magnifique. Hein, c'est vraiment un petit coup de paradis. Oui. Effectivement. Merci Knut Schwander. On se retrouve très très vite pour découvrir la gastronomie au féminin cette semaine avec votre sélection. À demain. Bon. Dès demain. À demain. Écoutez le Medac Show partout en Suisse romande en DAB+.